Et si les animaux étaient parfois capables de guérir ou de soulager les maux les plus sévères? Mathieu souffre d'un trouble du spectre autistique. Il est autiste de haut niveau. Antoine souffre d'un cancer qui s'appelle un neuroblastome et c'est un cancer de la glande surrénale. Je suis vite tombée dans l'autodestruction, tentative de suicide, etc. Je n'osais plus sortir, je n'arrivais même plus à raisonner, je pouvais plus rien faire de mes journées, j'étais dans mon lit à dormir. Mais leur compagnon à quatre pattes a été leur meilleur remède. Il y a un changement radical. Il va plus vers les autres, il est beaucoup plus serein. C'est ma motivation en fait aussi. J'ai peur que si je retourne à l'hôpital, qui va s'en occuper, qui sera là pour lui. Au lieu de dire on va à l'hôpital faire une prise de sang, on dit on va voir les animaux. Et donc là, obligatoirement, c'est plus facile à retourner à l'hôpital. Elle a changé ma vie. Il était triste, plutôt renfermé sur lui-même. Et aujourd'hui, il a la joie de vivre. Help. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. On dit souvent que le chien reste le meilleur ami de l'homme, mais il peut être aussi un formidable antidépresseur et il n'est pas le seul. Selon certaines études, le simple fait d'avoir un animal de compagnie réduirait fortement l'usage de médicaments psychotropes et diminuerait de 50% les dépenses de santé. Aujourd'hui, ce serait donc prouvé scientifiquement, les chiens, chats ou poissons rouges chassent le stress et protègent la santé. Mon animal, ma thérapie, c'est le titre de toute une histoire aujourd'hui. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour l'histoire continue. Nous retrouverons d'anciens invités qui nous avaient beaucoup touchés, Christine et Sylvie, et nous verrons ce qu'elles sont devenues depuis leur passage dans toute une histoire. Mais d'abord, nous allons ouvrir la première partie de notre émission, un animal, c'est bon pour le moral. Et on va saluer Sophie. Bonjour. Bonjour. Sophie, vous êtes mère de 3 enfants, dont des jumeaux de 13 ans, Mathieu et Bruno. Et ces 2 Mathieu dont vous allez nous parler aujourd'hui, quel genre d'enfant a-t-il toujours été? À partir du moment où je l'ai mis à l'école, Ouais. ça a été une catastrophe. Donc vers quel âge? Vers 3 ans? 3 ans, oui. Il n'était pas dans la même classe que son frère. Et, Volontairement, vous les avez séparés? Oui, je voulais. Et catastrophe, pour quelle raison? En fait, il est devenu insociable. Et il s'est renfermé sur lui-même. Il se mettait au fond de la classe et il bougeait pas, il faisait plus rien. Qu'est-ce qu'il ne supportait pas? Les autres enfants, le bruit et l'école. C'était un tout. Le bruit, c'est-à-dire le bruit dans la classe? Oui, les enfants qui crient, le monde autour de lui. À la maison, c'était pareil avec les bruits? Non. Enfin, à la maison aussi, au niveau des bruits, c'était pareil. Mais, quel genre de bruit il ne supportait pas? Les bruits stridents, l'aspirateur. Comment ça se traduisait quand il ne supportait pas? Il fermait la porte de sa chambre et restait dans sa chambre. Est-ce qu'il a été suivi psychologiquement? Il a été suivi, oui, psychologiquement. C'est parti. La maîtresse m'avait demandé qu'il fasse des tests parce qu'elle trouvait qu'il ne répondait pas à son prénom et aux questions qu'elle lui posait. Donc, on m'a fait comprendre qu'il était sourd. Donc, les examens ont commencé comme ça, en fait. En fait, il souffre de quoi? Mathieu souffre le trouble du spectre autistique. Il est autiste de haut niveau. Il est intelligent. Est-ce que c'est le syndrome d'Asperger? Voilà. C'est ça. Donc, intelligent, il a des capacités phénoménales. Oui. En même temps, il a un comportement inadapté à la normalité, entre guillemets. C'est ça. En avril dernier, le pédopsychiatre de Mathieu vous a conseillé une thérapie particulière. Oui.
En quoi consiste-t-elle? L'équithérapie, la thérapie avec le cheval. Alors, pour mieux comprendre en quoi consiste cette méthode de l'équithérapie, nous avons assisté à un cours avec lui, avec votre fils Mathieu, un galop vers les autres. C'est le titre du reportage que nous lui avons consacré chez vous dans la Manche. « 40 ans, à quelques kilomètres de Cherbourg, dans la Manche. Comme chaque mercredi, à la même heure, Mathieu, 13 ans, se prépare pour son cours d'équitation. À tout à l'heure. Bisous, chérie. Bisous. Travaille bien? T'es content? Ouais, Mathieu n'est pas tout à fait comme les autres garçons de son âge. Il est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Salut Mathieu, ça va? Ouais. T'es prêt? Ouais. Alors on y va. Gérald est chauffeur. C'est lui qui emmène régulièrement l'adolescent à son centre équestre, à 40 km d'ici. Quand t'arrives, Mathieu, ton cheval, il est prêt ou c'est toi qui le prépares? Tu le brosses, tu le selles, tu fais tout? Des fois, c'est moi qui le prépare. Et des fois, il est prêt quand on fait des petites balades. Est-ce que t'es déjà allé au trot, au galop? Ou est-ce que tu fais encore que du pas? Je suis déjà passé au pas, au trot. Mais j'ai pas fait du galop. Pas encore de galop. Tu verras, c'est génial. Il y a encore quelques semaines, Mathieu était complètement renfermé sur lui-même, incapable de tenir une conversation comme celle-ci avec un adulte. S'il a tant progressé, c'est en partie grâce à cette femme, Ségolène. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Ça va? Elle vient de dire bonjour aussi. Bonjour, ça va? Ségolène est équithérapeute. Elle pratique la thérapie par le cheval. Le cheval, hein, il n'est pas jugeant, hein, il n'est pas intrusif et il ne va pas rentrer dans le monde de l'enfant ou de l'adulte. Il va vraiment attendre qu'on vienne vers lui. Hein. C'est très simple comme relation. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Allez, tu marches avec ta jument, mais là, je la trouve un petit peu molle. Je trouve que tu manques d'énergie et tu t'affirmes pas assez. Donc voilà, voilà, tout à fait, là c'est super. Voilà, la jument, hop, elle a compris, elle s'est réveillée. Hein. Elle se dit, ah, Mathieu, il est là. Il a commencé à s'affirmer. Bon, bah, moi, je veux bien répondre, il n'y a pas de problème. Il y a 3 mois, Mathieu n'avait pas cette assurance et il était incapable de faire preuve d'une telle complicité avec un animal. C'est bien. C'est très bien. Voilà, et tes bras bien sur le côté. Super. Regarde là, les mains, voilà, toutes décontractées. Super. Ce cours, c'est une parenthèse dans la vie de Mathieu, pendant laquelle il oublie sa différence. C'est formidable. J'ai envie de rester comme ça. Sophie, la mère de Mathieu, n'a pas le droit d'assister au cours d'équithérapie. Elle suit les progrès de son fils grâce au blog de Ségolène. Et la première fois qu'il a été voir Ségolène, qu'il a touché principalement Pinop, qui lui a donné à manger, qui lui a parlé, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe entre le cheval et Mathieu. À chaque nouvelle séance, elle constate les améliorations de son fils. Elle, qui s'était fait une raison sur la maladie de Mathieu, n'en revient toujours pas. Je vois qu'il s'est épanoui, je le vois qui change au fur et à mesure des séances d'équithérapie. Des fois, je me dis, c'est pas Mathieu, ça peut pas être mon fils. Et bah si, c'est mon fils. Ces photos sont... c'est une grande victoire. Aujourd'hui, Mathieu n'est plus le même enfant. Aux côtés de son frère jumeau, Bruno, et de sa mère, il ose enfin participer à la conversation. Avec Pinop, t'as déjà fermé les yeux? Oui, j'ai fait ça. Waouh! Un repas en famille avec Mathieu, ouais, c'est plus sympa, c'est plus animé. J'aime bien ça parce que, comme il est marrant, bah, voilà, ça anime les repas de famille, ça fait du bien. Il est beaucoup plus bavard, il s'investit plus et on sent la différence par rapport à avant. Ça, c'est flagrant. C'est sympa qu'il me dise ça. Bah, je suis un membre de la famille, quoi. On me considère comme tous les autres, quoi. Et j'aime bien quand on me dit ça. Alors, on va accueillir sans plus attendre ce jeune cavalier. Voici Mathieu. You get
Mathieu, c'est une entrée de star, ça. Ouais. Bon, c'est une star. Ouais, voilà. Bon, d'accord. Tu me serres la main? Ouais. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Comment tu te sens depuis que tu fais de l'équitation? Bah, j'aime mieux, je suis plus libérée et puis je vais plus vers les autres. Alors, Ségolène, ton équithérapeute, est avec nous dans le public. Bonjour. En quoi le cheval est-il un animal particulier dans le cadre d'une thérapie? Il a un fonctionnement qui est complètement différent du nôtre. Il fonctionne beaucoup avec son système limbique, c'est le système des émotions. Il réagit uniquement à l'émotion. C'est avant tout une proie dans la nature, donc il a été obligé de s'adapter. Et tous ses sens sont en éveil et il réagit un petit peu en miroir avec le patient, qui n'est pas un cavalier. J'apprends pas à monter à cheval, c'est pas de l'équitation, c'est vraiment une thérapie, un soin. Alors, donc, qu'est-ce que vous lui apprenez alors? Ça se passe comment, la communication entre l'enfant et... Donc déjà, il faut qu'il y ait une accroche. À la première séance, ça a tout de suite passé. On a vu Mathieu rentrer en communication avec la jument. On les a laissés rentrer en contact, observer. Pendant les 2-3 premières séances, je fais des observations pour savoir un petit peu comment il se comporte avec le cheval, comment le cheval aussi se comporte, parce que c'est un effet miroir. En voyant le cheval, je sais un petit peu comment il est, Mathieu, donc psychologiquement, dans son corps, et ça me permet d'adapter et de lui demander certaines choses. C'est-à-dire que le cheval calque son comportement sur celui de l'enfant? Tout à fait, tout à fait. Et en retour, l'enfant s'adapte. Le cheval, il cherche un minimum de stress. Donc l'enfant qui va bouger, qui va remuer un petit peu trop, il va le repositionner pour diminuer son stress. Et au fur et à mesure, on va avoir une détente, une relaxation importante. Et qui permet de faire beaucoup d'apprentissage, d'augmenter ses compétences et de travailler un petit peu sur l'affirmation de soi. Alors, ça fait combien de mois que Mathieu fait de l'équithérapie? 1 an, je pense. Et tu sens les bénéfices de tout ça à l'école? Ouais. Tu es quoi, plus calme? Ouais. La maman sent les bénéfices? Oui, il va plus vers les autres. Il recherche le fait d'avoir des amis un peu plus qu'avant et il est beaucoup plus serein. Et oui, il y a un changement radical. Donc pour vous, c'est une expérience très positive. Ah oui, oui, oui. Julia, bonjour. Que pensez-vous de l'histoire de Mathieu? Je comprends très bien parce que j'ai fait aussi du cheval pendant longtemps. Ouais. Et je sais que le cheval, ça calme, ça apaise, ça ressent des émotions, comme on disait avant. Et oui, ça calme bien. Alors vous avez 18 ans. Oui. Pourquoi le sujet d'aujourd'hui vous tient-il à cœur? J'avais besoin de partager, de soutenir tous ceux et toutes celles qui ont vécu une histoire semblable à la mienne. Donc vous avez eu pas mal de problèmes à l'âge de l'adolescence. Oui. Quand ont-ils commencé les troubles? Alors vers 12-13 ans. Ouais. Donc à 13 ans, j'ai commencé à avoir envie de maigrir. Donc j'ai commencé un régime et ça a dégringolé. Vous avez fait de l'anorexie? Oui, de l'anorexie puis de la boulimie par la suite. D'accord. Vous êtes descendu jusqu'à combien? Alors je faisais les montagnes russes entre 45 et 65 kilos. Et vous aviez aussi des TOC? Oui, alors à l'âge avant l'anorexie, j'ai eu des TOC à mes 9 ans, vers mes 9 ans, de symétrie, c'est-à-dire quand je essayais de m'endormir, pour m'endormir, il fallait que je tape sur mon genou droit, mon genou gauche, les deux en même temps, le gauche, le droit et les deux en même temps. Si je prenais un verre, il fallait que je prenne avec la main droite, après la main gauche, et après ensemble, il fallait que c'était tout dans la symétrie. Ça, et puis les problèmes de balance? Oui, alors que donc plus tard, quelques années plus tard, comme je vous disais, il fallait que je maigrisse. Et donc là, c'était, je me pesais X fois par jour, quoi. Ça pouvait avant de manger, des fois pendant, mais c'était rare, mais souvent après aussi. Et avant d'aller à l'école, pour voir combien j'avais perdu en allant au collège, pardon, et en rentrant, combien j'avais perdu
Alors c'était complètement absurde parce qu'on ne peut pas perdre en quelques heures. La Et vous ne balance, pouviez pas vous en empêcher? Non, c'était plus fort que moi. Et puis c'est allé jusqu'aux scarifications. Voilà. Donc vous avez été suivi psychologiquement jusqu'en janvier dernier. Vous étiez même hospitalisé dans un centre spécialisé. Quel a été le déclic pour vous en sortir? Alors, au tout début, avant dans la maladie, dans l'anorexie, j'avais demandé à ma maman, avant de faire les hospitalisations, je veux dire, j'ai demandé à ma maman d'avoir un lapin. Et elle m'a dit comme quoi c'était pas possible, que ça demandait beaucoup d'entretien, etc. Donc, Pourquoi un lapin? Je sais pas, un lapin, je trouvais ça... je sais pas, c'était vraiment le lapin qui me plaisait. Et donc j'ai demandé d'avoir un lapin, elle m'a dit non. J'ai eu un hamster. Et donc après je suis allée à l'hôpital, donc je ne l'ai pas vraiment connu mon hamster. Et en entrant à l'hôpital à Strasbourg, j'ai demandé, elle m'a dit maman, quand tu sortiras de l'hôpital, tu auras ton lapin. Et donc je suis sortie là en janvier. Et je lui ai dit maman, tu te souviens, tu m'avais dit il y a 3 ans que j'aurais un lapin quand je serais sortie de l'hôpital pour ma guérison. Et donc, elle n'était pas trop d'accord. Et finalement, je l'ai eu. Donc, ça a été mon cadeau de guérison et mon cadeau de mes 18 ans. Alors, comment il s'appelle, ce lapin? Petit cœur. Petit cœur? C'est ma mère qui a choisi le prénom. J'ai choisi le lapin, elle a choisi le prénom. Alors, qu'est-ce qu'il t'apporte? Oh! On dirait un petit roi, là. Pardon? Qu'est-ce qu'il t'apporte, ce lapin? Alors, j'ai eu aussi un deuxième lapin, enfin une lapine, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pareil avec cette lapine, c'était vraiment petit cœur. Parce qu'avec lui, c'est tous les matins, je vais le nourrir, on va faire des jeux, on s'occupe bien. Mais un lapin, ça s'apprivoise? Alors, celui-ci, il est un peu sauvage quand même, j'avoue. Mais oui, j'ai acheté plein de petites choses, donc des sauts d'obstacles, donc on fait... Des sauts d'obstacles? Ouais, pour lapin, des petits trucs, des petites barres pour lapin, du saut d'obstacles. Il a des tunnels, des tentes, des tuyaux, un pont en bois pour sauter, pour passer en dessous. Enfin, on fait des exercices ensemble. Et il vit quoi, dans une cage? Alors, c'est la nuit, il est dans la cage. Le matin, je lui ouvre, il sort à peu près 5-6 heures par jour. Alors, la cage, elle est dans votre chambre? On dirait une statue, là. Hein? On dirait une statue. Elle est dans votre chambre, la cage? Oui, oui, dans ma chambre, c'est sûr. Et quand il sort, il va où? Alors, dans la chambre, des fois, j'ouvre la porte de ma chambre et je le laisse aller dans le couloir et dans la cuisine quand je change la cage. Parce que si je le laisse aller dans le salon, ça mange tous les câbles. Ah bon? Ah oui, ça ronge tout. Il m'a rongé le câble de l'ordinateur. Et alors, pourquoi un lapin? Parce que vous pourriez être encore plus complice avec un petit chien, ou il pourrait vous faire encore plus de câlins, il pourrait y avoir encore plus de tendresse entre vous, non? C'est pas vraiment ce que je recherche. Enfin, c'est la tendresse que je recherche, mais avec du caractère aussi. Par exemple, il y a des chiens qui ont du caractère. Oui, c'est vrai, mais ce lapin, il a son petit truc à lui. Il n'est pas non plus complètement apprivoisé, il n'est pas non plus trop sauvage. Il est vraiment pile poil comme j'aurais été si j'étais un lapin, quoi. Ah bon? Qu'est-ce que ça a changé dans vos crises d'angoisse? Beaucoup de choses. Alors en fait, avant, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Je sursautais en même temps que je faisais des crises d'angoisse. Je hurlais et je sursautais. Même des fois, je tombais dans les pommes. Enfin, c'était assez plus fort. Et depuis que je l'ai, j'ai peur que si je retourne à l'hôpital, c'est ma motivation en fait aussi. J'ai peur que si je retourne à l'hôpital, qui va s'en occuper, qui sera là pour lui, qui va le sortir, qui va lui donner à manger, etc. Donc c'est une bonne raison de vivre, d'être en forme et de rester avec lui. Voilà. Hein? Très bien. Mon lapin, c'est la béquille qui me force à rester debout. C'est ce que tu penses? Oui. Et tu penses que ça va mieux quand même? Avec le lapin? Non, pas avec le lapin, mais toi. Toi-même, vous-même. Ah oui, j'ai beaucoup. Est-ce que vous tenez que pour le lapin, ou est-ce que... Ah non, je commence à faire des sorties, je sors maintenant. Avant, j'étais tellement dans mon monde que je n'osais plus sortir. Je n'arrivais même plus à raisonner. J'étais vraiment... je ne pouvais plus rien faire de mes journées. J'étais dans mon lit à dormir,
à rien faire, même pas à lire, puisque je n'arrivais même plus à lire. Enfin, c'était... je lisais une phrase, chaque mot était détaillé je sais pas. Et chaque mot était détaillé et je pouvais plus me concentrer. Je me disais pourquoi il y a un le avant le nom, pourquoi il y a ça. Enfin, c'était vraiment... Bonjour Yvonne. Bonjour Sophie. Une réaction à l'histoire de Julia? Alors pourquoi un lapin? Le lapin, c'est quand même le petit lapin de notre enfance. C'est celui qui est un peu indomptable, qui est un peu inquiétant, donc qui est un peu à votre image. Parce que quand on vous écoute, Julia, vous avez ce petit côté rebelle, ce petit côté qui a envie effectivement d'être dompté, mais qu'on n'arrive pas à vous connaître. Vous avez ce côté mystérieux que donne la problématique anxiogène que vous avez. On dit mais Julia, qui est-elle? Donc ce petit lapin, quelque part dans un premier temps, vous ressemble. Aussi, il vous fait régresser. Il vous fait régresser dans le monde de votre enfance. Vous le caressez, vous le dorlotez et vous parlez comme d'une maman à son bébé. C'est-à-dire, vous dites à votre lapin, ah, il a besoin de beaucoup de soins, je l'ai choisi parce qu'il a besoin de beaucoup de soins. Et s'il a besoin de beaucoup de soins, il est quand même en cage. Donc il ne risque pas de vous abandonner. Parce que derrière votre angoisse, il y a aussi, je pense, une peur panique de l'abandon. Donc un trouble de l'attachement. Je ne vais pas vers autrui au risque d'être abandonné. Donc le lapin, il est toujours là. Et vous avez une forme de relation très maternante avec lui. Lui, il vous répond et vous en prenez soin. Et je crois que c'est pour ça que vous avez choisi un lapin. Surtout que ça faisait longtemps que je le voulais. Donc c'était vraiment à ma préadolescence. Avant votre adolescence, avant vos 12 ans. Oui. Donc depuis toute petite, vous vouliez ce lapin. Et là, vous n'êtes plus vraiment dans l'adolescence, là, maintenant. Non. Elle est peut-être presque un peu grande pour avoir un lapin, non? Oui, mais il y a une forme, quand on a un trouble anxieux comme Julia, on a des moments où on doit régresser. Dans la thérapie, d'ailleurs, on voit qu'avec l'animal, caresser l'animal, le choyer, le toucher, faire du corps à corps avec l'animal, c'est une manière de régresser. Et pour avancer, il faut toujours une forme de régression. Et je pense que Julia, avec son lapin, a des moments de régression intensive au niveau émotionnel. Vous retrouvez votre monde de l'enfance. Oui. Vous faites des grimaces, vous jouez comme une petite fille de 5 ans. Oui. Et ça vous fait du bien. Donc, vous n'avez plus peur parce que le monde adulte vous fait un peu peur encore. Vous avez une forme de méfiance. Avec lui, vous vous lâchez. Ouais. Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le père de 3 enfants et vous êtes venu nous parler de votre Benjamin, Antoine, qui a 6 ans. De quelle maladie souffre-t-il, Antoine? Il souffre d'un cancer qui s'appelle un neuroblastome et c'est un cancer de la glande surrénale. Dans quelles circonstances s'est déclarée cette maladie? Ça s'est déclaré un petit peu parce que ma femme a attrapé un cancer du sein en 2007. Elle était en 32 ans. Elle était enceinte de mon dernier, donc Antoine. Et tout au long où on s'est battu, etc. Et elle est décédée le 25 novembre 2011. Et Antoine a vu dépérir sa maman, petit à petit décliner. Il n'a jamais connu sa maman avec des cheveux. Il l'a vu arriver en fauteuil roulant, avoir du mal à parler, du mal à plus marcher. Comme une personne vraiment dépendante, comme une personne âgée qui a 90 ans, qu'il faut tout lui faire, quoi. Et il est devenu ce qu'on appelle immunodépressif. Et c'est ce qui a certainement déclaré son cancer. Difficile, tout ça. Des épreuves terribles, j'imagine, pour vous aussi. Oui, c'est la vie, après. Il faut faire avec. Donc, quand vous avez perdu votre femme, et puis vous avez appris la maladie de votre fils, au moment de l'annonce du diagnostic, comment allait-il psychologiquement, Antoine? Alors, psychologiquement, obligatoirement très faible. Ça faisait 3 mois qu'il avait perdu sa maman. Donc, quand ça fait 3 mois qu'on perd sa maman et moi, donc ma femme, obligatoirement, psychologiquement, on ne peut pas être au top. Il était très bas. Il a été déclaré dépressif. Et la dépression chez l'enfant de 6 ans, apparemment, n'existe pas. On peut être triste, mais pas dépressif. Donc, lui était déclaré dépressif et il voulait rejoindre sa maman au ciel. Et vous, comment vous sentiez-vous? Battant. Toujours. Toujours. On est là pour soutenir ses enfants, pour les encadrer. Donc, on n'a pas le temps de penser à soi. Ouais, on n'a pas le temps de flancher quand il y a des enfants si petits derrière. Je dirais qu'on n'a pas le droit. En tout cas, moi, je pense qu'on n'a pas le droit.
Alors, il a passé 3 mois en chambre stérile pendant son traitement. Il a dû ensuite se rendre à l'hôpital 1 fois par semaine pour une prise de sang et 1 nuit toutes les 3 semaines pour ses séances de chimiothérapie. Comment appréhendait-il ses visites à l'hôpital à cette époque? Quand on sort d'une chambre stérile, en fait, il avait 2 mètres carrés pour lui à peu près. De toute façon, il en avait, on va dire, quasiment assez puisqu'il ne pouvait plus marcher. Donc ça réglait le problème. Quand on a fait 3 mois en chambre stérile avec 2 mètres carrés, où on a le droit à quelques jouets, mais qui doivent être désinfectés, qu'on a le droit à en gros rien faire, quoi. Par regarder la télé, c'est tout ce qu'on peut faire, quoi. Et jouer dans un lit, c'est tout ce qu'on peut faire. Quand on sort de l'hôpital au bout de ça et qu'on vous dit 2 jours après, il faut retourner à l'hôpital faire une prise de sang, vous n'avez pas forcément envie d'y retourner, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on vous a parlé de la zoothérapie. De quoi s'agit-il exactement? Eh ben, c'est la thérapie par les animaux. Donc, c'est les animaux qui viennent à l'hôpital de Dijon et qui, par le biais de caresses à des enfants, de jeux avec les enfants. Et, mais alors, donc, personne n'avait le droit. Donc là, on voit bien en fait un jeu. Là, ça doit être un chinchilla, je pense. C'est après la chambre stérile, parce qu'on imagine que... En chambre stérile, c'est strictement interdit, puisque déjà même un jouet ne peut pas rentrer. Donc après la chambre stérile, retourner à l'hôpital, comme je disais, c'est très très dur. Donc au lieu de dire on va à l'hôpital faire une prise de sang, on dit on va voir les animaux. Et donc obligatoirement, c'est plus facile à retourner à l'hôpital. Donc on allait voir les animaux au début, et après on allait faire la prise de sang, ce qui passait 100 fois mieux. Et maintenant que ça va largement mieux, on voit un petit peu un sourire. Et là, maintenant, on fait la prise de sang, puis après, on va voir les animaux. Donc ça se passe à Dijon, et c'est le seul hôpital en France qui... Le seul hôpital en Europe. En Europe? En Europe, à faire ça. Et c'est ce que je trouve même dommage. Dommage, parce que si... je dis pas que la zoothérapie guérit un enfant. Ça reste quand même les médicaments qui guérissent un cancer. Mais si la zoothérapie peut redonner un sourire, parce que si on se rappelle, moi dans l'histoire, il était triste, il voulait rejoindre sa maman, peut remonter le moral, peut donner goût à la vie, oui, on peut dire ça, redonner goût à la vie, je dirais que c'est dommage qu'il n'y ait que Dijon qui le fasse. C'est vraiment très dommage. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui? C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui? Oui, parce que si la zoothérapie peut sauver ou redonner goût à la vie à plus d'enfants, je dis que c'est dommage en fait qu'il n'y ait que Dijon. Je dirais qu'il faudrait que tous les hôpitaux d'Europe et du monde en fait fassent de la zoothérapie. Je trouve ça vraiment... C'est un mauvais regard en fait. On a tendance à dire les animaux rentrent à l'hôpital, c'est pas bon, ça sent pas bon, ça donne des microbes. Et ben non, la preuve. La preuve, aujourd'hui, il y a les animaux et Antoine, pourtant, a des fois été en zoothérapie en aplasie, donc pas assez de globules blancs, pas assez de défense immunitaire. Et il a été en zoothérapie et puis il n'est pas plus mal, il est même mieux. Alors, nous l'accueillerons, Antoine, un petit peu plus tard dans l'émission, et il nous dira ce que lui a apporté son contact avec les animaux. Juliette, bonjour. Bonjour. Laissez-moi ce pied tranquille. Vous avez l'air contente d'être là, Juliette, c'est fou. Ouais. Super stressée. Oui, je vois. Ça va bien se passer. Ouais. Alors, lequel des témoignages que nous avons entendus jusqu'ici vous interpelle particulièrement? Tous, je vois. Je vous ai vu très sensible, très réactive. Mais il y en a un en particulier. Celui qui me ressemble particulièrement, c'est celui de Julia, évidemment. Mais qui me touche beaucoup, l'histoire... comment il s'appelle? D'Antoine. Parce que je suis convaincue de ce qu'il dit. Et puis... Les bienfaits de la zoothérapie. Qu'est-ce que vous avez dans la main? Rien. C'est pour me détendre. C'est quoi ça? Pour touiller le café. Hein? C'est pour touiller le café. Une touillette de café? Et donc ça va passer, dans 5 minutes, je suis détendue. Vous avez toujours une touillette de café dans la main? Non, c'est juste pour aujourd'hui. Bon, alors, donc, j'imagine que l'adolescence, ça a dû être difficile. Je vois quelqu'un d'extrêmement sensible. Un peu trop, des fois. À fleur de peau. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a commencé quand j'avais 14-15 ans. Ça fait un moment, donc... Vous avez quel âge aujourd'hui? 26. J'ai toujours été très, très sensible et trop. Et trop. Ah, trop. Ouais. Très angoissée. Mais dès l'âge de 6-7 ans, ça a commencé. Et à cet âge-là, je ne sais pas ce qui s'est
passé, mais je suis tombée en fait dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'autodestruction. En l'occurrence, un exemple particulier, c'est que j'étais dans une relation, enfin, c'est ce qu'on peut avoir à 15 ans, quoi, sympa, et que j'ai volontairement tout gâché, vu que je pense que je supportais pas vraiment d'être bien. Et donc, après ça, comme Julia, moi, je suis vite tombée dans l'autodestruction, tentative de suicide, etc. Prise de médicaments. Plusieurs tentatives de suicide? Ouais, 6. J'ai atterri, donc j'ai pris des médicaments, j'ai atterri à l'unité psychiatrique pendant une semaine. Et en fait, là, quelque chose de très bien, elle m'a dit, elle m'a demandé si j'avais un projet, en fait, après cette semaine pour sortir. Et mon projet, ils ont un peu ri, mais voilà, mon projet, c'était de prendre un chien. Et donc, j'ai fait ma recherche et j'ai trouvé ma chienne sur le site sur Internet. Donc, elle venait de la SPA aussi? Non, d'un élevage dans le canton de Fribourg. Et j'ai été donc la chercher une semaine après. Alors, qu'est-ce que c'est comme chien? Un bosseron. Voilà. Là, elle est toute petite. Moi elle aussi. est toute petite? Ouais. Aujourd'hui, elle lui, pèse à 3 mois. combien? Aujourd'hui, c'est un gros chien? Ça va. Non, mais elle est très chou. Et puis donc, elle a changé ma vie. Pourquoi? Quel lien vous avez tissé avec cet animal? Moi, j'ai du mal à en parler parce que c'est tout à fait normal pour moi. C'est les autres qui m'ont beaucoup fait remarquer. On est vraiment en fusion. En tout cas, le pied ne bouge plus. Hein. Je vois ça depuis tout à l'heure. Voilà. Faut laisser la photo. Là, elle est à l'âge adulte? Ouais, là, elle doit avoir 2-3 ans. Et puis, en fait, elle est partout avec moi. Elle dort comme ça avec vous tout le temps? Ouais, en fait, jusqu'à récemment. Jusqu'à il y a quelques temps. Pourquoi? Mais il y a toujours des moments... Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Il y a quelques temps? Non, mais c'est que maintenant, il y a quelqu'un en plus, alors ça prend de la place quand même, elle est grande. Parce que là, elle est vraiment abandonnée. Hein. Ah ouais. Mais ça me fait penser à ce que Julia disait, la phrase qui a été écrite, ça a été ma béquille, un peu. En fait, c'est plus ma moitié, elle m'a complétée. Je pense qu'il me manquait un bout de moi, et puis... Et voilà. Est-ce que, comme Julia, vous avez l'impression que ça vous oblige à rester en forme pour vous occuper d'elle? Ça vous tient du côté de la vie? Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque, en tout cas, ouais. Je pouvais pas me permettre de... je suis plus jamais retournée à l'hôpital, d'ailleurs. Je pouvais pas me permettre de faire ça. Laisser. Et d'ailleurs, mes parents me le disaient. Hein, Ils disaient quoi? Non, c'était pas du chantage, mais qu'ils n'allaient pas s'en occuper à ma place, quoi, et que j'avais pas le droit de lui faire ça, quoi. Ils ont été soulagés, les parents, de vous voir aussi heureuse avec ce chien? Ouais, mais au début, tout le monde était un peu sceptique et s'inquiétait parce qu'une gamine de 18 ans qui va très mal, qui en plus se charge d'un animal, je veux dire, un animal, un chien, c'est quand même... Et donc les gens étaient un peu sceptiques. Mon meilleur ami qui a suivi toute notre histoire, qui est venu chercher le chien avec moi, à la base, ils n'étaient pas du tout pour. Et puis au jour d'aujourd'hui, mais personne ne pourrait me l'enlever, quoi. Et puis tout le monde le dit. D'ailleurs, elle a eu un gros problème récemment, une maladie, ça ressemble un peu à la maladie de Crohn chez les humains. Et donc elle s'est fait opérer. Un problème à l'estomac, ouais. La digestion? Elle a failli mourir et elle s'est fait opérer il y a 4 mois. Et ça m'a beaucoup touchée parce que beaucoup de personnes de ma famille se sont mobilisées pour payer les frais parce que ça a été horriblement cher. Et je pense que voilà, même si les gens ne se sentent pas forcément très proches des chiens en général, Calou, on lui doit une fière chandelle. Alors, Qu'est-ce que ça peut apporter, Yvonne, un chien?
Dans quel cas c'est vraiment utile? Alors le chien, je crois que c'est déjà une éponge à émotions comme vous l'êtes. Donc votre moitié, c'est pas ça, mais c'est que le chien ressent ce que vous ressentez et vice-versa. Donc il y a un attachement. Il y a un proverbe que j'aime bien, que j'ai lu récemment, qui disait que la reconnaissance est la maladie du chien non transmissible à l'homme. D'ailleurs, certains misanthropes disent « je préfère mon animal aux hommes ». Mais on n'en est pas là. Ce que ça soigne, le chien, c'est votre confident. C'est celui qui apaise, qui vous permet de créer un lien sécure. Les personnes qui ont peur de la solitude, ce qui était votre cas, lui, il est toujours là, vous attend, il vous fait toujours la fête, il est présent, il ne vous juge jamais. Et donc, on préconise finalement la présence ou l'achat d'un chien aussi pour les enfants qui sont en trouble un petit peu dépressifs, quand ils ont des problèmes dans un conflit familial, quand ils sont malades comme vous, quand ils ont des troubles de la concentration. Donc je crois que le chien apporte énormément, c'est le fidèle ami de l'homme. Ça, je crois que c'est banal de le dire, mais vous en êtes bien l'illustration. Ouais, puis, contrairement au lapin, pour le coup, je la prends partout. Vraiment, il n'y a pas un endroit... Enfin, je ne sais pas si tu arrives à le faire avec le lapin. Moi, j'ai besoin d'elle dans tous les domaines, sinon je suis un peu... Comme vous dites, c'est votre moitié. Voilà. Et vous avez peur, vous savez, comme vous avez peur, vous sans doute aussi de l'abandon, vous avez peur de laisser votre chien seul, parce que vous sentez ou vous croyez qu'il se sent abandonné. Voilà, vous êtes en totale projection avec lui. Ouais. Alors, comment un animal a su redonner le sourire à nos invités là où l'homme avait échoué? Eh bien, c'est ce que nous découvrirons dans notre deuxième partie, juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez découvert l'amour sur le tard et vécu votre première fois à plus de 40 ans. Vous désespériez de trouver l'amour, mais vous avez finalement rencontré votre premier petit ami à la quarantaine. Vous comptiez consacrer votre vie à Dieu, mais en rencontrant l'amour sur le tard, vous avez renoncé à votre vœu de chasteté. Vous attendiez le mariage pour vivre votre première fois et finalement, c'est à plus de 40 ans que vous avez perdu votre virginité. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'histoire continue, Christine et Sylvie nous donneront de leurs nouvelles. Christine était en rivalité avec sa fille. Elle a passé un ultimatum à son père. Choisir entre moi et elle, ça m'a fini par un divorce. Quant à Sylvie, elle avait été agressée par son compagnon. Le 11 avril 2005, un lundi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Le premier coup de couteau est arrivé. J'en ai reçu 7 en tout. Comment ont-elles réussi à reprendre le dessus ? Elles nous le diront dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez été victime de violences conjugales et après avoir porté plainte, votre conjoint a été condamné. Tout le monde pensait que vous formiez un couple heureux et uni. Pourtant, vous étiez victime de violences conjugales depuis des années. Après avoir longtemps gardé le silence, vous avez finalement osé parler grâce au soutien d'un voisin, d'un ami ou d'un travailleur social. Vous avez aidé une femme à mettre un terme aux violences conjugales dont elle était victime. Il vous est arrivé d'être violent avec votre femme et vous vous êtes fait soigner pour vous débarrasser de vos pulsions et sauver votre couple. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. En France, 650 000 personnes seraient atteintes d'autisme. Et vous ne le savez peut-être pas, mais les chevaux et même les dauphins trouveraient un mode de communication particulier avec les enfants autistes. Depuis 3 mois, Mathieu suit des cours d'équithérapie. Et ces progrès, nous disiez-vous tout à l'heure, sont impressionnants. On va en parler dans notre deuxième partie que nous avons intitulée « Le meilleur ami de l'homme ». Alors Sophie, vous nous disiez que grâce à l'équithérapie, la vie de votre fils a changé, la vôtre aussi. Comment voyez-vous désormais son avenir ? Je vois l'avenir de Mathieu
meilleur qu'à une époque où je pouvais la voir. Je le vois autonome. Et je le vois... Plus sociable? Oui, plus sociable. Et enfin, un avenir comme un enfant normal, on va dire, entre guillemets. Quel métier tu aimerais faire, Mathieu, plus tard? Ambulancier. Ambulancier. Pourquoi? T'adores conduire? Ouais. Tu veux rendre service? J'aime bien les ambulances. Alors, nos téléspectateurs vont pouvoir vous retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Ils pourront vous poser toutes les questions qui leur passent par la tête. C'était quoi le sens de votre présence ici, vous, Sophie? Vous vouliez dire quoi? Je voulais dire que, en fait, Mathieu a été diagnostiqué, il avait 12 ans. Je trouve ça beaucoup trop tard pour un enfant. Parce que je trouve que c'est du temps perdu pour lui. Et à partir du moment où il a été diagnostiqué, les portes se sont ouvertes. Il a eu une AVS, il a eu une orthophoniste. Auxiliaire de vie scolaire, voilà. Orthophoniste. Il a eu l'équithérapie, il est suivi psychologiquement. Et à partir de là, il a fait des efforts. En un an, c'est... Enfin, moi, je n'en reviens pas, quoi. Je suis contente pour lui. Je me dis que 12 ans, ça a été trop long. Et comment ça se fait que ça ait duré 12 ans? Il n'y a pas suffisamment de spécialistes ou les médecins ne sont pas compétents pour établir ce diagnostic? Je ne sais pas s'ils sont compétents ou pas, mais bon, avec tous les psychologues et médecins que j'ai vus, moi, j'ai trouvé que c'était long. Et avec son frère, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Avec ses frères. Il en a deux, mais... Il y a un frère jumeau qui est avec nous dans le public, qui va parfois aux séances d'équithérapie, non? Il a été une fois. Mais on le laisse aller tout seul parce que... Enfin, il va en ambulance déjà. Et parce que c'est son heure à lui et il faut... il y va pour travailler, travailler, s'amuser, il fait tout en même temps. Alors Julia, en ce qui vous concerne, c'est un lapin qui vous a permis de reprendre goût à la vie. Au fil des jours, comment votre relation avec Petit Cœur, puisqu'il s'appelle Petit Cœur, comment votre relation a-t-elle évolué? Alors au début, ça a été très difficile. Il ne se laissait pas prendre. Il a eu la patte cassée. Donc chez le vétérinaire, je m'inquiétais beaucoup. J'ai commencé à pleurer chez le vétérinaire. Je m'inquiétais vraiment beaucoup pour lui. Et puis un jour, j'ai réussi à le porter. Il s'est laissé prendre. Et là, depuis ce jour-là, je peux faire beaucoup de choses avec lui. Je le fais sauter. Alors les après-midi, vu que maintenant j'étais au CNED, donc les cours à distance, j'étais tout le temps à la maison, je travaillais à la maison. Et donc c'était le matin, je le laissais dans la chambre, il se défoulait, je mangeais. L'après-midi, c'était activité, on faisait des jeux, je le faisais sauter, je le faisais passer dans les tunnels. Enfin, j'ai essayé de le dresser un peu. Bon, ça marche pas trop, mais c'est pas grave, c'est marrant. Bon, il semble y prendre du plaisir. Ouais. Lapin. À quel point êtes-vous devenus inséparables tous les deux? Alors... On ne peut pas l'amener partout, le lapin. Non, pas l'amener partout, mais je peux pas... des fois, je me dis, il y a des sorties, quand mes copines me proposent des sorties, je me dis non, parce que si je rentre le lendemain matin, si je dors chez une copine, le lendemain matin, il faudra que je lui donne à manger. Donc, qui va lui donner à manger? Ma maman, elle veut bien, mais bon, c'est pas tous les jours, quoi. Donc, il faut que je m'en occupe. Donc, je consacre je fais quelques activités, mais en dehors de ça, je dors pas chez les copines. Je ne vais pas faire toutes les activités en dehors de l'après-midi. Ça ne vous manque pas de devoir faire ces sacrifices? Un petit peu, mais bon, je sors quand même un peu, donc on essaye d'alterner un peu. Et sur le plan médical, vous allez comment aujourd'hui? Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et psychologiquement? Oui, aussi. Plus de scarification? Non. Plus de crise d'angoisse? Voilà. Ouais. Et tout ça grâce à Petit Cœur? À Petit Cœur, surtout, je lui dois beaucoup. Aussi grâce à ma famille, à mes amis. Même si au collège, j'ai beaucoup d'amis qui, quand j'étais hospitalisée, il y a beaucoup d'amis qui se sont éloignés. Mais bon, il y a toujours ma meilleure amie qui est restée là. Vincent, vous nous racontiez que votre fils participe au sein de l'hôpital à des séances de zoothérapie. Parallèlement à son traitement, il lutte contre un cancer.
Donc le fait qu'il y ait des animaux à l'hôpital, ça lui donne envie d'y aller tout simplement pour pouvoir supporter les prises de sang, les piqûres, les chimios, etc. Vous avez pu constater beaucoup de bienfaits chez Antoine? Ah ben, un gros changement, on va dire, quand il est rentré, quand il a commencé les séances de zoothérapie, je vous dis, en fait, il était triste, plutôt renfermé sur lui-même, l'envie de rejoindre la maman. Et aujourd'hui, il a la joie de vivre, un sourire, un enfant qui a évolué petit à petit. On retourne à l'école tout doucement. Aujourd'hui, avant, il avait un cathéter, donc c'était quelque chose qui est au-dessus de la peau pour faire passer la chimio. Donc les douches sont interdites, on ne peut pas se baigner, on ne peut faire aucun sport, on ne peut pas bouger, on ne peut strictement rien faire. Aujourd'hui, il a une capsule sous la peau. Il peut aller à la piscine, il peut se doucher. La première fois qu'il a pu se doucher, il a pris 3 douches en 1 heure. Donc, il a fait ses 2 sœurs et puis moi. Il a quel âge aujourd'hui, Antoine? Aujourd'hui, il aura 6 ans à la fin de l'année. Bon, on va l'accueillir. Oui. Comme ça, on va le voir. Alors, il paraît qu'il a fait une rencontre dans les coulisses et qu'il ne peut plus se séparer de celle qu'il a rencontrée. Ça va tomber. Bonjour. Alors, Antoine, Christine, qui est zoothérapeute. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour. Et donc, la chienne de Juliette. Bonjour, elle est super grande. Ouais. Ah oui, c'est pas un petit modèle, hein? Non. Bon, voilà. Et Antoine a adoré Calou, il paraît. Tu l'as adoré? Tu l'as rencontré où? Hein? Je l'ai vu où? Tu dis où tu l'as vu? Dans le salon. Dans le salon. Tu sais pas parler? Si. Comment tu t'appelles? Antoine. T'as quel âge? 5 ans. T'es content d'être à la télé? Hein? C'est marrant, non, toutes ces caméras? T'aimerais bien avoir un chien, toi? Hein? T'as combien de chiens? Et pourquoi il n'a pas de chien, Antoine? Si, il a 3 chiens. Ah, il a 3 chiens? Oh, 3 chiens, 2 lapins, un cochon d'Inde, des poissons. Et en plus, mon père est agriculteur, donc il a une 50aine de lapins et beaucoup de poussins. Dis donc, et comment ils s'appellent tes chiens, alors? Abou, Diane, Elvis. Bon. Et les lapins? Pépite, Pampan. Et lequel tu préfères de tous? Aucun? T'as pas un préféré? Tu préfères Calou? Bon, c'est quand même plus rigolo, non, d'aller à l'hôpital et de voir des petits lapins, plutôt que de voir que des infirmières. Non? Tu préfères, toi? T'as un animal préféré quand tu vas faire tes soins? Oui. Lequel? Le chinchilla. Le chinchilla? Il est sympa? C'est toujours le même qui est là? Pépette. Comment il s'appelle? Pépette. Pépette. Pépette? Oui. Christine, donc c'est vous qui vous occupez de ces animaux et qui faites le lien entre ces enfants malades et ces animaux à l'hôpital de Dijon. Oui. L'hôpital de Dijon est la seule structure en Europe qui propose ce service. Comment ça marche exactement? Alors en fait, c'est un programme qui a commencé il y a 2 ans. L'idée est née bien avant, puisqu'il a fallu 1 an pour que ça puisse se mettre en place avec l'équipe. Et l'idée consistait à proposer des séances associant les animaux aux enfants qui étaient accueillis dans le service, soit en hospitalisation, soit en visite, ce qu'on appelle l'hospitalisation de jour. Et donc d'associer des animaux dans une petite salle qui était aménagée pour la circonstance, une bibliothèque qui était mise à disposition. Et de proposer aux enfants des temps au cours desquels ils pouvaient prendre soin des animaux, les nourrir, les brosser, les porter, enfin faire plein de choses, leur préparer des parcours. Et ça leur permet de sortir un peu du contexte médical et d'oublier peut-être la douleur ou l'ennui. Disons que les enfants qui viennent à l'hôpital, parfois ils peuvent rester vraiment très longtemps, et plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et là, l'idée d'associer les ateliers de zoothérapie, ils viennent pour les soins, ils viennent aussi pour voir les animaux. Et en plus, l'hôpital de Dijon est fait de sorte que les chambres ne communiquent pas, puis il n'y a pas de zone commune.
Donc c'est un endroit où les enfants ils peuvent se voir les uns les autres. Voilà. Quel changement avez-vous remarqué chez Antoine ? Antoine, c'est un petit garçon qui a toujours été à l'aise avec les animaux, mais qui par contre était un peu moins à l'aise avec l'équipe médicale et puis avec les adultes qui s'occupaient de lui. Ça a été très vite pour lui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en peu de temps. Et puis au début, Antoine, il s'occupait beaucoup des animaux et pas beaucoup de nous. Et puis au fur et à mesure, il s'est ouvert, il nous a raconté des histoires sur lui, sur ce qu'il vivait. Puis je pense que progressivement, il s'est attaché aux animaux. Il s'est attaché aux personnes aussi qui étaient présentes. Son papa est venu plusieurs fois, ses sœurs sont venues à plusieurs reprises. Et puis Antoine, tranquillement, il a pris ses repères, il a pris aussi ses fonctions dans l'atelier. C'est-à-dire qu'il accueillait les autres enfants, il leur expliquait comment ça marchait. Il détaillait 2-3 petites choses sur la maladie aussi, parce qu'il est vraiment à l'aise maintenant dans l'équipe. Et puis, il présentait les animaux. Et, donc, il s'est vraiment ouvert aux autres. Vous avez vraiment observé un changement extrêmement positif. C'est pas le même Antoine. Enfin, par rapport à ce que moi j'ai connu d'Antoine au tout début, il y a 2 ans. Ouais. Enfin, il y a moins de 2 ans maintenant. Ouais. Mais c'est pas le même petit garçon. Il a envie de se battre aujourd'hui contre la maladie ? Ouais. T'as envie de gagner ? Qu'est-ce qu'on dit ? Il en est où ? Elle en est où cette maladie aujourd'hui ? Aujourd'hui, la maladie, il est toujours sous chimiothérapie. Donc, ce n'est pas une chimiothérapie à l'hôpital sous la capsule. C'est une chimiothérapie sous forme de médicaments prise à la maison. Donc, c'est 5 gélules. C'est 5 pendant 5 jours, toutes les 3 semaines, on prend des gélules. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu d'effets secondaires. Pas de perte de cheveux, on le voit. Pas de perte de cheveux et aucun effet secondaire. Donc c'est pratique, on est à la maison, on peut faire ce qu'on veut. Il est content de ses cheveux, puis il ne veut pas les perdre. Et voilà quoi. Mais et ce qui fait pas d'effet secondaire et qui va mieux, c'est que à la maison, il n'y a jamais eu de sujet tabou. Donc on a tout de suite expliqué quelle était sa maladie, les risques, il les connaît. Il sait ce que le cancer peut donner, il sait qu'il a un cancer, il sait que le cancer, ce que ça peut donner. Mais Antoine, il a une petite parole qui dit, c'est qu'il dit « Maman a perdu la guerre, et ben moi je vais la gagner. Et on va la gagner ensemble. » Et ses sœurs, en quel âge ? Sa grande sœur a 13 ans et sa deuxième sœur a 9 ans. Et comment elles vont, les sœurs ? Elles vont bien, elles se battent avec lui. Elles sont en presque 12 ans et demi. Elle n'a pas 13 ans, elle a 12 ans et demi, si tu veux. Ah ouais, faut pas dire n'importe quoi non plus. T'as raison. Ouais. Ses sœurs vont bien, naturellement. Elles sont inquiètes à chaque fois qu'on va à l'hôpital. Aujourd'hui, les prises de sang, elles ne sont pas inquiètes, parce que la zoothérapie, on voit Christine, on voit du monde, c'est bien, quoi. C'est un moment agréable de voir Christine aussi, hein. Oui, c'est devenu... c'est la zoothérapeute, c'est la zoothérapie, mais aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, une amie. Ouais. Une amie, on va chez elle personnellement, on va voir les animaux chez elle, on se parle beaucoup, on s'envoie des messages, on se téléphone. Donc je pense que c'est devenu une amie, une confidente, à qui on peut dire beaucoup de choses. Qu'Antoine peut lui dire beaucoup de choses, il sait qu'il est en confiance. Et donc je pense que c'est au-delà de la on va dire, c'est un peu une thérapeute personnelle, on va dire. Je vois. Pour tout le monde, j'ai l'impression. Oui, c'est pareil, on reçoit des enfants qui restent généralement assez longtemps. Donc on a l'occasion de créer avec eux des liens qui sont assez forts. Bon, dis donc, Antoine, tu vas le battre, hein ? Tu vas la battre, cette maladie. Tu vas gagner ce combat. Il y a encore, on ne sait pas encore combien de temps de traitement. Il y a une rémission. Non, on n'est pas au stade de la rémission, parce que quand on fait de la chimio, c'est qu'on n'est pas au stade de la rémission. Là, on va faire un petit examen vendredi. Antoine part en Corse avec ses grands-parents, mes parents donc. Une semaine, donc pour lui, c'est quasiment ses premières vacances. Qui se rappelle en tout cas. Les dernières vacances qui se rappelaient, c'était les dernières vacances avec sa maman. C'est les seules qui se rappellent. Donc là, c'est ses premières vacances, on va dire vraies vacances. Et puis en rentrant, on va faire un petit examen à l'hôpital et on en saura plus après. En espérant que ça aille mieux. Et si ça va mieux, on partira sur une autre phase du traitement qui est une autogreffe. Une autogreffe de moelle osseuse. Voilà, d'accord. Bon, eh bien, écoutez... Bon courage pour tout ça. Est-ce que j'aurais 2-3 petites choses à rajouter qui sont pour moi très très importantes.
Déjà, je voulais remercier absolument l'hôpital de Dijon, les médecins, les infirmières, etc., qui font un travail extraordinaire. Au-delà du traitement, il y a le traitement, oui, faire une piqûre, n'importe quelle infirmière peut faire une piqûre. Au-delà de la piqûre, il y a discuter avec Antoine, il y a comprendre ses problèmes. Mais au-delà de ça, je voulais remercier naturellement la zoothérapie, l'association ASCO, Christine, et tous les salariés qu'ils ont. Je voulais remercier une autre association, Coup de pouce. C'est une association qui essaie de donner un rêve aux enfants. Donc Antoine, même malade, il a le droit à des rêves. Il est comme tout le monde. Et donc cette association-là essaie de lui donner un rêve. Tout ce qu'il a envie de faire, en fait, on essaie de lui procurer. Peu importe le rêve qu'il a. Et je trouve que c'est extraordinaire. Là, je remercie mes amis, ma famille. Qu'est-ce que tu as déjà eu comme rêve Il a fait de la Ferrari. De la Ferrari? De la Ferrari sur la Ferrari. Un circuit. La Ferrari sur un circuit automobile. Là, on est en attente de faire un baptême de l'air. On peut faire on fait déjà la voile. Il peut aller voir un match en Ligue 1, faire un coup d'envoi de match de Ligue 1. Tout ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il a envie de faire, en fait, il le propose à l'association et il essaie de réaliser son rêve. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on a une association telle que ASCO qui fait de la zoothérapie, Coup de pouce qui essaie de donner un rêve à des enfants malades. Et aujourd'hui, trouver des fonds pour ces deux associations-là, c'est quasiment impossible. Et je trouve ça honteux qu'on est en France, dans un pays qu'on a dit développé, et qu'on n'arrive pas à trouver de sous pour aider les enfants qui ont un cancer. Aujourd'hui, le cancer, je ne connais pas une famille qui n'est pas touchée par le cancer. Tout le monde connaît quelqu'un de proche qui a un cancer. Tout le monde, demain, peut choper un cancer sans le savoir. Et là, c'est les enfants. Donc des enfants, je trouve que c'est triste, c'est malheureux, c'est inhumain. Et c'est dégoûtant qu'on n'arrive pas à trouver de sous, en fait, pour aider ces deux associations-là qui donnent des rêves à des enfants malades. Et vraiment, j'espère que les entrepreneurs vont écouter l'émission et essaieront d'agir sur l'association. Puis on a le président de l'association qui est là aujourd'hui dans le public, qui nous a accompagnés tous les trois et qui a mis beaucoup d'énergie pour que tout ça se passe aussi bien et qui est hyper présent. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que nos téléspectateurs seront sensibles à vos besoins et répondront généreusement à cet appel aux dons pour que des rêves puissent se réaliser et pour qu'un quotidien soit plus souriant pour ces enfants atteints de cancer et qui doivent subir ces traitements difficiles. Juliette, c'est votre chienne Calou qui a mis un terme à votre solitude, qui est à fond, là. Elle est à fond. Elle vous a permis de sortir d'une profonde dépression. Comment vous avez repris le dessus au fil du temps? En fait, ça a pris du temps, clairement, déjà, c'est vrai. Et puis, beaucoup de Calou. Beaucoup de câlins à Calou? Beaucoup de câlins, beaucoup de conversations. Mais elle est très à l'écoute, ça se voit. Et puis, mon entourage, ça c'est clair. T'as un bon regard, toi. Ouais. Oui, t'es sympathique. Madame Calou. T'es sympathique. Et puis voilà, quoi, elle m'a juste empêchée, en fait, de continuer mes grosses bêtises. Et puis, elle m'a aidée à... Bien sûr, mais je sais que tu comprends. Bonjour, tu es très sympathique. Moi, je sais interviewer tout le monde, même des chiens, tu sais, il n'y a pas de problème. Il faut lui demander, en fait. Non, mais voilà, en plus, quand j'allais mal, la plupart des gens me disaient que ça n'allait pas du tout bien pour elle. Alors, j'essayais de me reprendre. Et puis, du coup, voilà. Quoi, quand vous alliez mal, ça n'allait pas bien pour elle? Ah ouais, si moi, je vais pas bien, elle est très... C'est-à-dire, ça se traduit comment? Elle fait des plaques de poils gris qu'elle perd. Ah bon? Elle mange plus. Ouh là, elle peut venir sur un thème. Ah ouais. C'est vrai, elle fait des pelades. Des anorexie, oui. Comment? Les chiens ont des anorexies quand ils sont séparés. Ils ont des états dépressifs avec anorexie, oui. Ah bon, moi, ça pouvait arriver à ma chienne, ça lui ferait pas de mal. Petit passage. Non. Bon, et puis, il y a eu une rencontre. Qui avez-vous rencontré? Celui qui maintenant est mon fiancé. Et le père de ma fille. À ses beaux yeux verts. Oui. Et au chien. C'était le paquet. Et en fait,
Bon, pour la petite histoire, c'était très chou parce qu'il m'a trouvé sur un réseau social. J'étais l'ami d'un ami. Et il a aimé le chien. Il a aimé le chien? D'abord. C'est vrai? Oui. Et il a commencé à m'écrire. Enfin voilà. Et puis quand on s'est rencontrés après quelques temps, c'était très chou parce qu'elle qui est assez, on dirait pas comme ça, mais normalement assez timide et fuyante, elle va pas tout de suite faire la fête aux gens qu'elle connaît pas. Lui, elle lui a foncé dessus, gros câlin, bisous. J'aurais dû le voir venir, quoi. Elle savait avant moi. Ah ouais? Ouais. Et donc voilà. Et s'il n'avait pas aimé la chienne? C'était pas possible. Même pas en rêve. Ah ouais. Ça, donc vous avez une petite fille déjà? Ouais. Et puis c'est pas tout. Et puis un petit deuxième en route. Qui est en route là? Ouais, discret. Enceinte de combien? 3 mois bientôt. Bon, et ben écoute, on va. Voilà. On se réjouit de ce beau sourire. Merci à tous pour vos témoignages. Ouais. Je remercie mes copines de Sainte-Mère, 3e et 4e, et je remercie tous mes amis. D'accord. Tu les remercies de quoi? Je remercie mon frère, je remercie Ségolène, ma mère aussi. Non, on dirait Michel Drucker. Je remercie tous mes amis, quoi. Mais tu les remercies de quoi? Mes amis, mes copains. D'être sympa avec toi? Bah oui, d'être gentil avec moi. Et c'est sympa. Merci de les remercier. Merci d'être venu en tout cas sur notre plateau. Et puis, pensez aux rêves d'Antoine et de ses copains en allant voir sur notre site internet pour les coordonnées de l'association. Merci à tous. Régulièrement, nos invités nous disent que témoigner sur notre plateau a eu sur eux un effet thérapeutique. Évidemment, il leur a fallu un peu de temps pour prendre du recul par rapport à leur histoire, mais bien souvent, le fait d'échanger avec d'autres invités leur a permis d'y voir plus clair. Christine et Sylvie, bonjour, en savent quelque chose. Elles ont toutes les deux accepté de venir nous dire où elles en sont aujourd'hui. Pour elles, comme pour tous nos autres invités, l'histoire continue. Donc toutes les deux, merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. On va d'abord commencer avec vous, Christine. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 18 juin 2009. Rappelez-nous sur quel thème? Rivalité entre mère et fille. Ma Pour rivale. quelle raison aviez-vous le sentiment d'être la rivale de votre fille à l'époque? J'avais beaucoup de problèmes avec ma fille parce que ma fille était très complice avec son papa. Et donc, j'étais mis à l'écart. Fille unique? Fille unique. À quel point votre relation a-t-elle empiré au fil des années? Elle a empiré jusqu'au divorce. Ma fille a demandé à son père un ultimatum de choisir entre elle ou moi. Et son père a choisi sa fille par amour de sa fille. C'est dingue cette histoire. Dans quel état d'esprit étiez-vous au moment de votre participation à toute une histoire? J'étais un peu comme ces personnes-là avec les animaux. Mon refuge, c'était mes chiens. Donc je comprends très bien cette émission. Parce que moi, ça m'a sauvée de la déprime. Qu'est-ce que vous avez comme chien? Malheureusement, ils ne sont plus là. J'avais 2 labradors. Donc, ils m'ont aidée. Donc, je peux en parler. Et ma fille, c'était ma vie. Et ça s'est mal passé. Vous et votre fille en étiez arrivés à un point de non-retour. Et comme c'est souvent le cas pour nos invités, vous étiez venus chercher des clés sur notre plateau afin d'essayer de trouver une issue favorable à votre situation. Alors, êtes-vous finalement parvenu à renouer le dialogue avec elle? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. J'ai jamais eu trop une relation très intense avec ma fille. Il y a 4 ans, Christine était venue sur notre plateau nous parler de sa relation conflictuelle avec sa fille. À 46 ans, elle n'avait jamais réussi à créer de lien fusionnel avec Émilie, 18 ans, et elle se sentait exclue du trio familial. Mon ex-mari, dès la naissance de ma fille, m'a dit « je veux pas que tu l'allaites, je veux que ce soit moi qui lui fais prendre le biberon, qui la change, qui lui fait prendre le bain, que je sois là pour m'en occuper à 100%. » Donc il m'a pris un peu ma place de mère.
Depuis qu'Émilie était rentrée dans l'adolescence, sa relation avec sa mère s'était de plus en plus dégradée, jusqu'à avoir des répercussions sur la vie de couple de ses parents. Elle a passé un ultimatum à son père pour choisir entre moi et elle. Ça m'a fini par un divorce. Sur notre plateau, Yvonne Poncé-Bonissol, notre psychologue, avait ouvert les yeux de Christine sur sa relation avec sa fille. Votre mari vous a enlevé votre place de mère et il est devenu une mère et un père pour votre fille. Quand on a une relation aussi forte avec sa fille, on laisse sa fille dans une forme de toute-puissance. Donc votre fille est toute puissante entre vous deux. Oui. Combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Je la vois par fraction de seconde. Téléphone, si je n'envoie pas de texto, ça vient pas trop d'elle. Émilie n'avait pas souhaité participer à l'émission, mais elle avait cependant tenu à adresser un message à sa mère. Voilà, maman, ce message, je le fais pour toi. C'était pour te dire que tu peux garder espoir, que tout n'est pas fini. Mais crois pas que ça va arriver non plus du jour au lendemain. Il me faut du temps, il me faut de la liberté, il faut que je me repose des questions. C'est drôle l'histoire encore. Oui. Comment on en est arrivé là? Je sais pas. Non, c'est que ma fille, elle croit que je l'aime pas. Mais comment ça se fait qu'elle croit ça? Je sais pas. Je veux lui dire surtout que je l'aime. Je t'aime, ma fille. Quatre ans après l'émission, c'est à Nice que nous retrouvons Christine. Sa participation à Toute une histoire a marqué un tournant dans sa relation avec Émilie. Quand j'ai fait l'émission, j'y croyais plus. C'était mon dernier recours pour pouvoir faire quelque chose avec ma fille. Ça m'a fait du bien, ça m'a soulagée. Parce que je ne comprenais pas pourquoi elle avait autant de rancœur envers moi. Et j'ai bien fait de faire l'émission. Parce que ça a arrangé beaucoup de choses et ça a changé notre vie. Si la vie de Christine et sa fille a changé, leur réconciliation n'a pas été immédiate. Yvonne, elle est venue me voir avant l'émission. Elle m'a dit d'y aller doucement. Donc, au fur et à mesure, au bout de 6 mois, je l'ai laissé un peu tranquille. J'ai commencé à envoyer des textos. Au bout d'1 an, on a commencé à se voir. Pas longtemps, sinon on se disputait. Petit à petit, on arrivait moins à se disputer, on se voyait un peu plus souvent. Et maintenant, on se voit quand on en a envie. On s'appelle, on se fait une bouffe, et on va se promener et on fait les magasins. On s'éclate. Aujourd'hui, Christine et sa fille s'éclatent et parfois peut-être même un peu trop. J'ai la voix cassée parce que je suis sortie avec ma fille. C'est la voix qui a trinqué. Ah ben là, ça va pas être possible. Il fait 150 degrés dehors. Interview, Christine. Suite. J'ai retrouvé ma fille. C'est la plus belle chose au monde qui peut m'arriver. Parce que je l'aime vraiment. Et il n'y a plus rien d'autre qui compte à mes yeux. Si Christine est aujourd'hui une femme épanouie, son témoignage dans Toute une histoire n'a pas eu le même impact sur Émilie, sa fille, que sur Joëlle, sa meilleure amie. L'émission Toute une histoire, je l'ai regardée toute seule. J'avais pas compris le message qu'elle voulait me faire passer. Moi, j'étais dans ma petite bulle, j'étais très bien comme ça. Et j'ai pas trouvé ça utile. Quand j'ai vu l'émission Toute une histoire, j'ai ressenti beaucoup de peine pour Christine. Parce que de voir une maman et sa fille se déchirer comme ça, c'est pas possible. C'était vraiment très triste. Après l'émission, Christine a décidé de prendre du recul sur sa relation avec sa fille. Ma mère m'a laissé la liberté, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu se rapprocher. J'ai eu le temps de réfléchir de mon côté, analyser toutes les choses et donc prendre du recul à ce moment-là. Et donc ça va beaucoup mieux maintenant. La participation de Christine à Toute une histoire, ça a été très bénéfique. Ça lui a enlevé un poids et c'était le point de départ de la réconciliation avec Émilie. Christine et Émilie ont fait un grand pas en avant. Et pour la première fois de leur vie, elles forment un véritable duo mère-fille. La relation avec ma mère n'a jamais été aussi bonne. On s'appelle, on s'envoie des messages. De temps en temps, Christine me fait lire les petits textos que lui envoie Émilie. Et c'est vrai que ça fait vraiment très plaisir. On sent que là, il y a quand même de l'amour entre elles. Je sais que je peux compter sur elle, que si j'ai un problème, elle est là. Alors qu'avant, j'avais pas forcément l'envie aussi d'aller vers elle.
On a atteint vraiment le pire, donc ça pouvait que aller mieux. Donc j'en suis contente et on va dire pourvu que ça dure. Depuis leur réconciliation, mère et fille se retrouvent dès qu'elles en ont l'occasion. Allez, viens, on va aller s'amuser un petit peu. Après des années éloignées l'une de l'autre, Christine et Émilie rattrapent le temps perdu et sont désormais plus complices que jamais. Et une fois lancées, mère et fille ne s'arrêtent plus. Allez, plus vite, Coco! Allez, Maxi, allez! J'aurais jamais pensé que j'aurais été aussi proche de ma mère. Ça va beaucoup mieux et c'est plutôt cool comme ça. Je suis heureuse. C'est comme si j'avais une relation normale avec ma fille. C'est ça que je recherche depuis des années. J'avais du mal à penser qu'elle m'aimait, mais aujourd'hui, comme tout se passe bien, je pense que oui, elle m'aime vraiment. Oh merde! T'as le phoque, Marina? T'as passé une bonne soirée? Ah oui, c'était nickel, hein, j'ai bien aimé. Ça faisait longtemps et tout, ça fait plaisir de passer des bonnes journées comme ça. Mais on recommencera. Eh ben c'est bon, il n'y a pas de souci. Et la prochaine fois, c'est toi qui me feras une surprise? On verra, on verra. Je crois qu'on a mis du tien et du mien pour que ça soit bien. Bah oui, c'est sûr. On s'est remis en question tous les deux, je pense. Chacun a fait des efforts et ça a payé. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de raison qu'on s'engueule. Et si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Parce que je suis ta maman et je t'aime. Beaucoup de progrès, mais encore beaucoup de pudeur chez votre fille. On sent que ça a du mal à sortir quand même. La tendresse et les mots d'amour, on sent qu'il y a... C'est encore contenu tout ça. Ma fille, oui, mais pas moi. Ouais. Que vous inspire ce reportage-là que nous venons de voir? Ça m'inspire que ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien de le voir et de le montrer à tout le monde que ma vie est formidable. Que votre vie est formidable? Ma fille et la vie est formidable avec elle. J'ai plus de voix, je suis émue. Ça a été douloureux toutes ces années? Trop douloureux, trop longtemps. Quel moment précis vous avez particulièrement bouleversé lorsque vous étiez face à Jean-Luc Delarue? C'est quand je suis montée sur le plateau. Jean-Luc Delarue l'a eu au téléphone et elle a eu un mot qui m'a fait beaucoup de mal. Elle dit « Je sais que ma mère m'aime, je ne pourrai jamais lui dire que je l'aime ». Et ça m'a blessée, ça m'a émue. Elle a dit « Je n'aurais jamais dû… » Je ne pourrais jamais dire à ma mère que je l'aime. Je ne pourrais jamais lui dire. Et elle, depuis, elle ne vous l'a jamais dit? Maintenant, elle me dit « Maman ». Ouais. C'est un grand pas déjà. Avant, maman, ça faisait des années que je ne l'avais pas entendu. Comment vous sentiez-vous en sortant du plateau? Je me sentais mieux. J'ai tout donné. J'ai voulu lui faire comprendre que je l'ai toujours aimé et que je l'aime. Si elle ne voulait pas l'entendre à cette époque-là. Donc la solution était pour moi de lui dire comme ça. C'était la dernière solution pour moi. Et ça a marché. Et je voulais remercier Yvonne. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Yvonne? Qu'est-ce qu'elle vous a donné comme conseil? Je suis émue, excusez-moi. Elle m'a donné des conseils que j'ai tenus. Et merci Yvonne. De jamais couper contact avec ma fille, de lui envoyer des textos de temps en temps et être patiente. Et patience, moi, c'était 2. Donc j'ai tenu bon. Vous vous souvenez, Yvonne? Très bien. Ouais. C'était très émouvant parce qu'on voyait combien votre fille prenait toute votre place, aussi bien de mère que d'épouse auprès de votre mari. Et c'est comme si vous étiez répudiée, reniée dans toutes vos fonctions. Et c'était très douloureux. C'était comme si elle était quelque part raptée de votre vie. Si c'était à refaire, est-ce que vous vous comporteriez différemment? Ah oui.
Qu'est-ce que vous feriez pour ne pas qu'une telle situation s'installe? Si j'aurais su, j'aurais pas laissé mon mari prendre ma place. Il l'a pris. Et ça, c'était un tort. J'ai pas su m'affirmer à cette époque-là. Je pensais que c'était bien un père qui s'occupe de son enfant. En fin de compte, il m'a pris ma place de mère. Et ça m'a détruit. Comment voyez-vous l'avenir à présent? Bien. Avec votre fille? Que du bonheur. Avec elle à vos côtés? Oui. En essayant de trouver des complicités nouvelles? On en a. On en a des complicités quand elle a besoin de moi, des conseils. Elle a pris 2 chiens, comme moi. Des labradors aussi? Non, elle a pris 2 American Staff. Je sais pas ce que c'est. C'est des gros chiens? C'est comme des pitbulls. Bon. Donc, s'il n'y a pas de mauvais maître, il n'y a pas de mauvais chien. Et vous reprenez un chien? Non. Maintenant, j'ai des problèmes de santé. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre des animaux. J'ai encore un chat que j'adore. Que c'est elle qui m'a fait prendre ce chat. Donc, ça me suffit pour l'instant. Et quand j'ai envie de chiens, ma fille m'appelle. Maman, viens, on va sortir les chiens. Je vais sortir les chiens avec elle. Elle habite à combien de kilomètres de chez vous? 25 km. Qu'est-ce que c'est 25 km pour des heures de bonheur? Quel message avez-vous envie de lui adresser aujourd'hui? Je remercie d'avoir fait l'émission avec moi. Grâce à cette émission, j'ai vu qu'il n'y avait plus de problème entre nous. C'est une preuve d'amour d'avoir fait le reportage avec moi. Et je tiens à lui dire que c'est ma fille et je l'aime. Et ça vous casse la voix? Bon, on vous souhaite de passer du bon temps ensemble, toutes les deux. Je sais, ça sera toujours comme ça. On va revenir à présent sur l'histoire de Sylvie. Le 10 juin 2010, vous nous aviez livré un témoignage particulièrement poignant dans une émission intitulée « Un criminel dans la famille ». En quoi étiez-vous concerné par ce thème exactement? Eh bien, j'avais été victime par mon conjoint de l'époque d'une agression où j'ai reçu 7 coups de couteau. 5 ans après les faits, vous aviez encore le sentiment d'être spectatrice de ce drame, pour reprendre vos termes, et vous aviez besoin d'en parler. Je vous propose tout de suite de nous repasser le film de votre histoire, et on se retrouve juste après. Je ne m'imaginais pas ça du tout de lui, c'est-à-dire que j'avais l'impression de découvrir un autre homme. Sylvie était en couple depuis presque 10 ans quand le comportement de son conjoint avait subitement changé. Du jour au lendemain, il n'est pas rentré. Il a disparu. Pendant 15 jours, pas de signe de vie, pas de téléphone, rien. En fait, il avait une maîtresse. Son conjoint était finalement revenu à la maison et Sylvie lui avait même laissé une seconde chance. Mais elle était loin de se douter du drame qui se préparait sous les yeux de leur fils. Le 11 avril 2005, un lundi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Le premier coup de couteau est arrivé. J'en ai reçu 7 en tout. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'y arrivait plus avec le couteau. Il a commencé à m'étrangler. Ton fils s'est levé? Voilà, il est descendu à la cuisine. Et en fait, il m'a lâché. Et je dirais c'est grâce à ce petit bout de 3 ans et demi que je pense que je ne suis pas morte aujourd'hui. Malgré la violence de l'agression, Sylvie avait eu la chance qu'aucun organe vital n'ait été touché. Je suis sortie le lendemain matin de l'hôpital, contre avis médical. J'ai été baptisée la miraculée. Mais 5 ans après, elle n'avait pas encore totalement tourné la page. C'est dur. On ne peut pas me toucher le cou. J'ai jamais des vêtements autour de moi qui vont me serrer. Et ça me fait peur. Aujourd'hui, 8 ans après son agression, Sylvie a retrouvé une vie normale. Je vais beaucoup mieux, je vais de l'avant. Le matin, je me lève et puis j'ai le plaisir d'aller faire ma journée. Mais parfois, dans son quotidien, son passé refait surface. Disons que chez le coiffeur, une serviette trop serrée autour du cou, chez le dentiste, quand les protections, ça reste insupportable à l'heure d'aujourd'hui, 8 ans après. Je me dis, le temps laissera faire les choses, et puis de toute façon, je vis avec. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie de tous les jours. Pour tourner la page, Sylvie a enfermé tous les documents concernant cette affaire dans une boîte. C'est des tonnes et des tonnes
des dossiers, il faut certificats médicaux, c'est les légistes, c'est les avocats. Sylvie ne garde ses papiers que pour une seule personne, son fils. J'attends vraiment qu'il ait l'âge, psychologiquement, d'être prêt à comprendre le jour où il me posera les questions, puisque c'est, entre guillemets, son héritage. C'est notre histoire l'année 2005. Voilà, elle est là. Mais c'est pas l'histoire de toute une vie. Il y a cette partie-là, et puis aujourd'hui, c'est 2013. Il y a eu, voilà, la vie continue malgré tout. Sylvie a choisi de suivre ce dicton à la lettre, avec Raphaël, l'homme qui partage désormais sa vie. Ça va, tu t'en sors? Ouais. Tu veux boire un coup? Ouais, je veux bien. Elle, qui ne croyait plus en l'amour, vit depuis 7 mois une belle idylle avec Raphaël. Et le couple commence même déjà à songer au futur. Tu vois notre avenir comment, tous les deux, vivre sur le même toit Moi, mon intérêt, oui, ce serait de vivre sous le même toit, bien sûr. Ouais. Et de ne pas vivre séparément, non. Tu m'apportes l'espoir d'une stabilité, en tout cas. On fait plus de choses à deux que tout seul, de toute façon. Bien sûr. Peu à peu, Sylvie reprend confiance en elle auprès de Raphaël et il lui a réservé une surprise. Tiens. C'est quoi, chérie? Tu me fais des cachots. En plus, ça trouvé avec ma lettre. Puis oui, tu sais que je prends tous les cœurs. Ah. Toujours. Merci, mon chéri. Elle est jolie. Merci, mon chéri. C'est pour te prouver comment je t'aime et comment je passerai le restant de ma vie avec toi. Tu vas me supporter toute une vie. Alors, vous le portez, ce cœur? Vous l'avez autour du cou? Oui, il est là. Émouvant ce moment? Très émouvant ce moment? Ah oui, oui, c'est la vie qui continue. Avec du recul, quel regard portez-vous sur votre passage à toute une histoire? Ça a été très dur après. J'ai énormément pleuré après l'émission. Beaucoup de personnes ne connaissaient pas mon histoire là où je vis, puisque c'est arrivé. Je suis arrivée dans ce village bien après. Donc ils ne s'imaginaient pas du tout, parce que je suis très pétillante. Je rigole beaucoup, donc ils ne s'imaginaient vraiment pas du tout ce qui m'était arrivé. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages très positifs, en fait. Ça a été très impressionnant, en tout cas, le retour après. Qu'avez-vous retenu des 3 autres invités qui étaient à vos côtés? Sabrine m'a énormément émue en sortant du plateau, puisqu'elle a atterri dans mes bras. Et oui, pourquoi ma mère n'a pas eu cette force, en fait, c'était vraiment sa question, puisque sa mère a été tuée par son père, où elle a été témoin. Et ça a vraiment été quelque chose d'assez touchant, parce qu'on est vidé en sortant du plateau après une histoire comme celle-ci. Et... Est-ce que vous avez pensé à votre fils? Ah oui, puisque à travers Sabrine, je m'identifie automatiquement à lui, quoi. Comment il va progresser dans le futur. Oui. Comment il va? Oh, excellent. Quel genre de réaction votre histoire a-t-elle suscité suite à la diffusion de l'émission? Beaucoup de témoignages positifs. Positifs dans quel sens? Vis-à-vis de vous? Ah oui. Disons que c'est pas marqué sur mon visage. C'est ce côté-là, en fait. Donc des témoignages de soutien? Ah oui, complètement, oui. Alors, comme on le voit dans notre reportage, c'est surtout avec Raphaël, votre rencontre avec Raphaël qui vous a permis d'aller de l'avant. Dans quelles circonstances avez-vous fait sa connaissance? Par le plus grand des hasards, j'étais inscrite sur les sites de rencontres depuis de nombreuses années et je n'y trouvais aucun intérêt, beaucoup de publicité. Donc je décide de fermer les comptes de façon très compliquée et Raphaël est arrivé à vouloir me parler et au lieu de fermer le compte, je continuais à parler avec lui, en fait.
Donc il s'en est fallu de peu. Ah oui, oui, complètement. Oui. Est-ce que vous lui avez facilement raconté votre passé? Au départ. Après quelques mois, je ne savais pas comment lui expliquer. C'est quelque chose d'assez difficile à raconter. Donc je lui ai remis la cassette de l'émission que j'avais fait à l'époque. Et je lui ai demandé de l'écouter, tout simplement. C'était ma façon de lui expliquer. Comment a-t-il réagi? De façon assez... Ça a été assez dur, en fait. Ouais. Il a compris plus facilement certaines de mes souffrances, en tout cas. En quoi l'épreuve que vous avez traversée a-t-elle influencé votre vision des choses et votre manière de vivre aujourd'hui? Je vis. Je profite de la vie. Depuis 2010, j'ai énormément, même avant, mais on a énormément voyagé avec mon fils. Il n'y a pas de petit plaisir. Aujourd'hui, on est là. C'est pas quand on n'est plus là qu'il faut se dire si j'avais su, c'est trop tard. Donc aujourd'hui, on profite au maximum des petits moments de bonheur constants. Il n'y a pas de... Pour quelles raisons avez-vous tenu à revenir sur notre plateau pour nous donner de vos nouvelles? Tout simplement parce qu'il faut garder l'espoir, il faut être positif. Sinon, si je n'avais pas eu ce côté positif, aujourd'hui, je ne serais plus là. Je n'aurais jamais pu tenir psychologiquement à cette épreuve. Et il faut garder l'espoir, il faut vivre au maximum de notre vivant, il ne faut pas attendre. Très bien, merci pour ces témoignages pleins d'espoir. Je vais vous demander de signer le grand livre de notre émission de l'Histoire continue. Voilà. C'est vous qui commencez, Christine. Merci à tous. Merci à nos autres invités d'être venus. On se retrouve très vite pour d'autres témoignages. Bon après-midi sur France 2. Merci. J'ai arrêté l'école assez tôt et je faisais un peu n'importe quoi. Je suis SDF depuis que j'ai 21 ans. Alors qu'ils avaient pris un chemin de traverse... Cette attirance pour la violence, je l'ai cultivée en moi, quoi. Vous en venez à un point où vous pouvez véritablement fracasser la tête des gens juste en rigolant. Je rentre dans une relation avec une femme. Tout se passe bien jusqu'au jour où je me permets de lui mettre un coup, d'être violent à son égard. Ils ont trouvé la force de rebondir et de changer de vie. Grâce à la thérapie, j'ai pu reprendre des relations normales avec les gens. C'est 6 ans et demi en détention et je me suis apaisé en même temps que ma date de libération. Du jour au lendemain, j'ai voulu vraiment me donner aux êtres vivants et pas avoir de discrimination, quoi. J'ai fait beaucoup de démarches aussi, je me suis inscrit à une école. Une école de quoi? Une école d'assistante sociale. La productrice est en train de venir dans l'oreillette. Nous allons enchaîner car je te promets que les autres sont tout aussi passionnants. Comment se sont-ils engagés sur la voie de la rédemption? Il n'y a pas de fatalité. Tout le monde peut changer. Si moi j'ai pu changer, alors tout le monde peut changer. Et c'est une preuve.